Donc je disais, maintenant, on va synthétiser. C'est pas fait le centre de bilan carbone que vous avez fait pour l'expérience solaire et bien pour l'hydraulique. 10 grammes de CO2 au kilowattheure, l'hydraulique. La durée de vie d'un barrage, c'est combien de temps? Parce qu'il y a quand même de la sédimentation qui a lieu par rapport au barrage. Alors ça dépend si on parle de la durée de vie du mur du barrage, qui normalement est raisonnablement éternelle, parce que sinon les gens qui sont à l'aval ont du souci à se faire, ou si on parle de sa durée de fonctionnement normal. Et alors en fait, si effectivement on ne le purge pas, ce qui se passe, c'est que quand l'eau qui ruisselle à l'amont, notamment en montagne, arrive dans le barrage, elle est chargée de sédiments. Et donc vous avez, exactement comme la sédimentation près des côtes dans les océans, vous avez une sédimentation au fond du lac de barrage qui se fait. Et donc si vous ne purgez pas à intervalles réguliers pour enlever la boue que vous avez en gros au fond, effectivement, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus vous en servir. Vous ne pouvez plus vous servir du barrage comme d'un lac de retenue. Après, vous pouvez toujours vous en servir comme d'une installation au fil de l'eau, mais plus comme d'un lac de retenue. Absolument. Mais j'ai posé exactement la même question aux gens d'EDF, et la réponse qui m'a été faite n'a jamais été une réponse du genre « au bout de 80 ans, vous ne pouvez plus vous en servir ». Je crois que c'est très très dépendant de la façon dont vous l'entretenez. Donc, ma biomasse. Ici, vous voyez que sur ce petit graphique que je vous avais montré, sur le cycle du carbone, vous avez 120 milliards de tonnes de carbone qui sont chaque année séquestrées par les écosystèmes terrestres sous forme de photosynthèse. Alors ces écosystèmes terrestres respirent dans le même temps, ou plus exactement, même les arbres respirent. Donc les arbres respirent exactement comme les animaux, ils ont un processus d'oxydation. Et donc ce qu'on appelle la productivité primaire nette, c'est-à-dire ce qui est séquestré par la photosynthèse moins ce qui est respiré par les plantes, ça représente 60 milliards de tonnes de carbone par an. Alors comme le pétrole et le charbon c'est essentiellement du carbone, 60 milliards de tonnes de carbone séquestrées par la biomasse, ça veut dire qu'en contenu énergétique, c'est 60 milliards de tonnes équivalent pétrole, en ordre de grandeur. En ordre de grandeur. Hein. La consommation actuelle de l'humanité, c'est 14. Donc il y a plein de gens qui disent, miam miam, il y a tout ce qu'il faut dans la biomasse pour qu'on puisse substituer tous nos usages énergétiques. Alors la réalité est un peu plus compliquée que ça, parce que d'abord, une bonne partie de cette biomasse, c'est pas idiot qu'elle reste là où elle est, parce que ça s'appelle des écosystèmes. Ensuite, une bonne partie de cette photosynthèse, elle sert à faire pousser des choses que nous mangeons. Donc, le convertisseur, c'est nous, et le contenu énergétique, c'est ce qu'on mange. Donc ça, normalement, c'est pas disponible pour faire fonctionner des convertisseurs extracorporels, c'est-à-dire des machines. Donc en fait, quand vous regardez la fraction de cette biomasse qui est disponible pour l'usage des hommes, vous n'avez sûrement pas 60 milliards de tonnes équivalent pétrole par an, mais vous pourriez quand même en avoir quelques milliards de tonnes. Ça, c'est pas complètement déraisonnable. Une première manière, donc après cette biomasse, il y a plein de manières de s'en servir. Vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, vous servir directement du bois et le brûler, ou directement de ce qui brûle et le brûler. Vous pouvez en faire des agrocarburants, on va rapidement regarder en quoi ça consiste, et vous pouvez en faire du biogaz. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc en gros, vous en faites des combustibles solides, liquides ou gazeux, exactement comme avec les combustibles fossiles, et qui ont en gros à peu près les mêmes usages. C'est-à-dire qu'avec le bois, vous pouvez faire de la chaleur domestique ou de la chaleur industrielle, exactement comme avec le charbon, ou de l'électricité, exactement comme avec le charbon. Les rendements sont moins bons. Pourquoi est-ce que les rendements sont moins bons avec le bois? Parce que quand on brûle du bois, il y a une certaine quantité d'énergie utilisée pour passer du bois en charbon, et il y a des gaz, et ensuite le charbon est... Non. C'est beaucoup plus bête que ça. Exactement. C'est la faute à M. Carnot. C'est parce que la température de combustion du bois est plus basse que la température de combustion du charbon. C'est juste ça. Donc les rendements sont moins bons. Mais donc on peut utiliser du bois en substitut du charbon, encore une fois, dans tout un tas de trucs, les cimenteries, les centrales électriques, voilà. On peut utiliser des agrocarburants en substitut des combustibles liquides. Donc les voitures, les avions, etc. Le monde aérien ne rêve que de ça. Il rêve de faire voler tous les avions de la planète avec des agrocarburants. Alors je vous donne tout de suite le résultat, j'y reviendrai après, j'en doute.
J'en doute parce qu'aujourd'hui, le kérosène, c'est 10% du pétrole qu'on consomme sur Terre. Si je transforme toutes les céréales que nous produisons sur Terre en agrocarburants, ça me fait un quart du pétrole qu'on consomme. Donc il faudrait que les avionneurs, enfin que les compagnies aériennes captent à elles seules la moitié de la production céréalière mondiale transformée en agrocarburants pour faire voler tous les avions du monde aux agrocarburants. Voilà. Je ne suis pas complètement sûr de parier sur le fait que ça va marcher. Et vous pouvez en faire des combustibles gazeux. Des combustibles gazeux, j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est un substitut au gaz naturel et vous pouvez à nouveau en faire de l'électricité, de la chaleur ou du carburant, comme dans les... Voilà. Alors voilà la version combustible solide. Vous avez là évidemment des rendements qui sont bons, puisque c'est des rendements de transmission de combustion à de la chaleur. Si par contre vous allez dans l'électricité, vous êtes plutôt à 20% de rendement. Hein, donc c'est des rendements qui ne sont pas bons. Pas bons du tout. Ensuite, vous pouvez en faire des combustibles liquides. Si vous en faites des combustibles liquides, en fait, vous n'allez pas pouvoir faire des agrocarburants, on va dire, de façon simple. La première filière pour faire des agrocarburants, c'est une filière qui consiste à produire des choses qui peuvent se transformer en éthanol par fermentation. Donc c'est soit de l'amidon, des céréales, soit du sucre, des betteraves ou de la canne. Vous donnez ça à manger à des petites bactéries. Les petites bactéries vont vous faire un jus sucré. Le jus de fermentation, c'est exactement comme le vin, hein, c'est le même principe. Et exactement comme le vin, vous avez un mélange d'eau et d'alcool, vous devez séparer les deux, donc vous allez devoir distiller. Et le gros problème du processus de production du bioéthanol, c'est exactement celui-là, c'est que vous avez une opération de distillation, donc vous avez une opération qui demande de consommer beaucoup de chaleur. Et donc c'est la raison pour laquelle le rendement à l'arrivée n'est pas bon du tout. Vous avez un deuxième processus de production d'agrocarburants qui lui passe par des oléagineux. Donc à ce moment, vous allez faire un substitut au diesel et non pas à l'essence avec des plantes oléagineuses, donc typiquement du tournesol, du soja, etc., des arachides, enfin ce que vous voulez. Et là, le processus d'extraction, lui, est purement mécanique. Par exemple, la graine de tournesol, vous vous contentez de l'écraser, donc vous n'avez pas besoin de grandes quantités de chaleur, et donc le rendement de transformation est bien meilleur. Par contre, le rendement de production est plus mauvais. C'est-à-dire qu'avec des betteraves, vous avez plusieurs dizaines de tonnes de betteraves à l'hectare quand vous les cultivez, alors qu'avec des oléagineux, vous avez de mémoire quelques tonnes à l'hectare de graines de tournesol ou de graines de soja, ou de graines de colza. Hein. Donc le rendement de culture est beaucoup moins bon. Par contre, derrière, le rendement de production est bien meilleur. Question, c'est quoi le bilan carbone de cette affaire? Alors la question est compliquée parce que quand vous produisez des agrocarburants, en fait vous ne produisez pas que des agrocarburants, vous produisez ça et d'autres choses. Quand vous faites de l'éthanol, en pratique, vous allez avoir plusieurs manières ou des autres choses. Vous pouvez affecter selon la masse, vous pouvez affecter selon la valeur économique, vous pouvez affecter selon l'énergie de transformation qui a été nécessaire. Enfin bref, vous avez plusieurs règles et en fonction de la règle que vous utilisez, vous n'avez pas le même résultat. Alors, prenons l'exemple de l'éthanol. L'éthanol consiste à faire des cultures. La culture vous produit du grain et de la paille. Question, est-ce que vous affectez une partie des intrants de la culture à la paille ou pas? Bon. Ensuite, une fois que vous allez faire votre fermentation, ou betterave c'est pareil, une fois que vous allez faire votre fermentation, vous allez obtenir un jus sucré. Est-ce que vous affectez une partie des intrants à l'eau ou pas, au CO2 qui s'échappe ou pas, etc. Et donc en fonction de la méthode que vous utilisez, vous avez des résultats très différents. Vous avez également des coproduits. Les coproduits, par exemple, en ce qui concerne l'éthanol, c'est des drèches de betteraves. Donc c'est des résidus végétaux que vous avez une fois que vous avez pressé vos betteraves. Ça sert en alimentation animale. Est-ce que vous le valorisez au contenu énergétique? Parce que c'est un contenu énergétique, sinon ça n'aurait aucun intérêt en alimentation animale. Est-ce que vous le valorisez à la valeur économique versus celle de l'éthanol? Ou est-ce que vous dites c'est un déchet parce que j'ai pas fait de l'éthanol pour avoir des drèches, j'ai juste fait de l'éthanol pour avoir de l'éthanol et donc ça vaut zéro?
Voilà, donc en fonction de la méthode que vous utilisez, vous n'avez pas le même résultat. Et ici, voilà, je ne m'étends pas longuement parce que c'est juste pour vous faire comprendre, vous avez le gain que vous avez à la fois en CO2 et en énergie par rapport à un litre de pétrole ordinaire, selon la méthode que vous utilisez. Et vous voyez qu'entre la méthode la plus favorable et la méthode la plus défavorable, eh bien, dans un cas de figure, vous avez quasiment 60% d'économie à la fois en CO2 et en contenu fossile par rapport à un litre de pétrole ordinaire. Et avec la plus mauvaise des méthodes que vous pouvez utiliser, ou la plus défavorable, vous n'avez que 10%. Dit autrement, vous n'êtes pas loin du 1 pour 1. Aux États-Unis, une des raisons d'avoir développé massivement l'éthanol à partir de maïs, c'est que comme la distillation est faite avec du gaz et du charbon qu'ils ont en abondance chez eux, alors qu'ils sont importateurs de pétrole, eh bien ça permet d'utiliser une énergie domestique pour alimenter les voitures en substitution d'une énergie importée. Alors même que le rendement n'est pas très loin de 1 pour 1. D'accord ? Et je rappelle encore une fois que les États-Unis utilisent 40% de leur maïs pour faire de l'éthanol. Le potentiel de cette affaire, donc j'y reviens, alors maintenant je vais prendre la France. Donc vous voyez que l'insolation moyenne de la France, c'est, allez, on va dire 1500 kWh par mètre carré en moyenne. Le rendement de la photosynthèse, ah ben tiens, j'aurais pas dû l'afficher avant de vous poser la question, c'est moins d'1%. Dit autrement, l'énergie qui va être contenue dans le glucose que la plante va synthétiser à partir de l'énergie solaire, c'est moins de 1% de l'énergie solaire reçue par la plante au cours de l'année. Donc c'est pas très très bon, le rendement de la photosynthèse. En France, nous avons donc, allez, on va dire, donc là ça vous donne le calcul de la quantité d'énergie que ça permet d'avoir. En France, nous avons 55 millions d'hectares. Donc vous voyez, si on a une substitution au carburant avec des processus de production d'agrocarburants qui ont 1 tonne équivalent pétrole à l'hectare, ben on pourrait faire l'équivalent de 55 millions de tonnes de pétrole. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, rien que du pétrole, on en consomme en France 75 millions de tonnes. Oui. Est-ce qu'à l'heure actuelle, il y a des plantes qui ont été dans un travail de recherche sur les plantes? Est-ce qu'on peut augmenter la photosynthèse ? Alors avec les espèces végétales actuelles, pas tant que ça, parce que la fourchette que je vous ai montrée là est globalement... enfin voilà. Par contre, vous avez des espèces, en particulier les algues, qui peuvent croître plus vite avec la même quantité d'énergie solaire, mais par contre, vous n'avez pas la surface pour les faire pousser, parce que vous n'allez pas recouvrir la moitié de la France d'eau salée. Et si vous voulez utiliser des bassins d'eau salée flottants qui représentent 1/3 de la superficie de la France, ça va quand même faire beaucoup. Enfin voilà, donc... Vous êtes quand même fortement limité à la base par le fait que la photosynthèse est une petite fraction de l'énergie solaire reçue. Et donc, vous voyez bien que dans un pays dans lequel on utilise 240 millions de tonnes équivalent pétrole d'énergie primaire, c'est ça la consommation de la France, même en utilisant du bois en direct, je suis limité, et en ne mangeant plus hein, évidemment, je suis limité à 100 à 150. 150 mettons. Si je continue à manger, et donc que j'utilise que le quart de la superficie française qui est constituée de forêt, eh bien j'ai le quart de cette valeur, donc je suis plutôt aux alentours de 30. Ce qui est en gros ce qu'on utilise aujourd'hui en provenance de la biomasse dans le pays. Non, un peu moins. On utilise la moitié. Mais vous voyez, donc on a un petit potentiel d'augmentation, mais c'est pas comme si ça allait remplacer la totalité de ce qu'on utilise par ailleurs dans la chaleur. Bon, 10 minutes. Pas une de plus, et on se retrouve ici. Alors, après la biomasse, on va regarder la géothermie profonde. La géothermie, en commençant par la géothermie profonde. Donc la géothermie, c'est une machine de la géothermie profonde, ça se voit également comme une machine de Carnot pour faire de l'électricité. Le principe est toujours le même, vous avez une source chaude, une source froide, et ce qui vous fait la source chaude, c'est un puits d'injection dans lequel vous injectez de l'eau qui, dans le sous-sol très chaud, se transforme en eau très chaude, sous pression, et qui remonte par des puits de récupération, et ça vous fait votre source chaude. Alors c'est quelque chose qui marche bien là où vous avez des grandes quantités de chaleur dans les tréfonds du sol, et donc dans les zones volcaniques, c'est-à-dire là où vous avez des failles où vous pouvez aller chercher de la chaleur. Il y a
un problème technique non négligeable lié à l'exploitation de cette technologie, qui est que comme c'est un circuit ouvert dans le sous-sol, au moment où l'eau circule dans le sous-sol, elle se charge en toutes les cochonneries oxydantes qu'elle peut trouver à cet endroit-là, et donc l'eau qui remonte est chargée en tout un tas de trucs, et elle est très corrosive. Et donc c'est un des problèmes qu'il y a en général, c'est que les installations ont besoin d'être blindées contre la corrosion de ce qui remonte du sous-sol. Vous avez une version intermédiaire qui sert à chauffer la maison de Radio France, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, qui est d'aller pomper de la chaleur dans une nappe intermédiaire, mais cette fois-ci pour faire du chauffage urbain, dans la nappe du Dogger, sous l'île de France. Et donc là, c'est toujours pareil, vous allez chercher de l'eau chaude, mais vous n'en servez pas pour faire de l'électricité. C'est pas assez chaud, de toute façon, ça doit être à 80 degrés. Et enfin, la troisième manière de se servir de ce qu'on appelle la géothermie, en fait, c'est des pompes à chaleur. Et les pompes à chaleur servent à vous extraire des calories, soit de l'air, soit de l'eau. Donc le principe est toujours le même. En fait, c'est un frigo inversé, une pompe à chaleur. Donc un frigo, vous voyez bien ce que c'est, ça vous refroidit l'intérieur du frigo, ça vous chauffe l'extérieur. Et bien là, c'est un frigo que vous mettez sur l'extérieur, et donc il vous refroidit l'extérieur et il vous chauffe l'intérieur. Soit vous avez une pompe qu'on appelle eau-eau, c'est-à-dire que le circuit qui va chercher les calories à l'extérieur, c'est un circuit d'eau, il va chercher les calories dans le sol, et il les transfère dans le logement. Soit, et là vous avez un circuit de chauffage central, une boucle d'eau chaude, soit ça va chercher les calories dans l'air et ça les transfère à un circuit, une boucle d'eau chaude dans l'intérieur du logement. Et à ce moment, ça s'appelle air-eau. Si c'est simplement un appareil à air conditionné réversible, que vous avez dans un certain nombre d'endroits, à ce moment, ça s'appelle une PAC air-air. Donc là, simplement, ça va chercher les calories dans l'air et ça vous les colle dans l'air. Ça ne marche évidemment que sur une seule pièce, alors que les packs air-eau ou eau-eau, elles peuvent servir de chauffage central et ensuite distribuer la chaleur via un réseau de chauffage central.